Petit problème. À votre avis, si j'envoie une série de 4 vidéos, première vidéo, j'explique la promesse de la série, je parle de l'opportunité que je vais aider, sur laquelle je vais aider mes clients et mes prospects, je leur montre un avenir super radieux, première vidéo. Deuxième vidéo, je leur donne une explication très simple de ce qui les a bloqués jusqu'à maintenant et l'explication de ce qu'ils doivent faire pour réussir. Troisième vidéo, je leur donne des outils supplémentaires, la réponse à leurs questions et je leur explique ce que j'ai prévu pour les aider. Quatrième vidéo, je leur explique mon offre et je leur propose de passer à l'achat. À votre avis, à quel endroit est-ce que l'énergie sera la plus haute pour la personne qui regarde les vidéos? Qui pense que c'est la première? Qui pense que l'énergie sera plus haute à la deuxième vidéo? Et à la troisième vidéo? À la dernière vidéo, c'est qui vend le produit? Ok. Combien d'entre vous ont répondu à ma question en pensant que je demandais sur quelle vidéo nous devons avoir le plus d'énergie? Ok. Combien d'entre vous ont répondu à la question en répondant sur quelle vidéo est-ce que le prospect a le plus d'énergie? Ok. Vous faites erreur. Notre ami le prospect, quand il vous découvre, qu'il me donne son email, c'est là qu'il dit « Waouh, c'est chouette, il y a une super opportunité ». C'est là que son énergie est au top. Deuxième vidéo, il la reçoit 2 jours plus tard, ou même 1 jour plus tard, et entre-temps, la vie continue. Et la vie de votre prospect, elle n'est pas si joyeuse que ça. Donc entre-temps, son énergie a diminué, un petit peu. On va lui remettre un peu la pêche, mais il se passe encore un peu de temps avant la suite, et arrivé à la vidéo de vente, il s'est passé un peu du temps, dans sa vie à lui. D'accord? L'urgence et l'enthousiasme qu'il avait au tout début a un peu diminué en chemin. Alors vous allez lui créer par contre de l'énergie par rapport à vous, ce que vous proposez, de l'enthousiasme par rapport à ce que vous proposez. Mais maintenant le problème c'est qu'après vous arrivez à une offre et au moment où vous avez fait votre offre, votre prospect dans sa tête va commencer à avoir toutes sortes de quoi? D'objections. Il va commencer à dire oui, mais. Et donc le but de cette session maintenant, c'est de discuter un petit peu de comment est-ce qu'on va réagir à ces objections et comment est-ce qu'on peut peut-être même pour certaines les anticiper. Et donc, tout d'abord, un conseil essentiel, une objection, ça ne s'ignore pas. Certaines personnes pensent, si en fait je ne dis rien qui puisse mentionner cette objection, alors le prospect va oublier qu'il avait une objection avant d'acheter. Donc, si vous pensez qu'en juste en ignorant l'objection, ça va, c'est un peu de la pensée magique, hein, ça ne marche pas. Deuxième problème, si on dit « Ok, je ne peux pas ignorer l'objection de mon prospect », dans ce cas-là, bon ben ok, je vais combattre les objections. Je vais expliquer à mon prospect pourquoi il a tort de penser ainsi. Qui pense que ça marche? Non, pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'à partir du moment où je commence à discuter avec mon prospect et lui expliquer en quoi il a tort, quel genre de conversation je suis en train d'avoir? Une argumentation. D'accord? C'est oui, mais, et je veux dire, mais en fait, tu te trompes. Et ensuite, tu vas dire, ah oui, mais en fait, c'est pas ça. Et là, on est parti à 10 000 km de la vente de mon produit. Et on est parti dans une mauvaise direction. Dans notre marketing, on ne va pas commencer en disant aux gens, vous avez tort. J'ai pris un exemple tout à l'heure rigolant en disant, voilà, vous voulez construire la maison de vos rêves, mais ça ne sera pas possible. On ne va pas dire aux gens ça comme ça, déjà, et on ne va pas démarrer comme ça. Mais on ne va pas non plus dire aux prospects, vous pensez peut-être que c'est cher. Vous avez tort. C'est pas cher. Voilà, maintenant qu'on a résolu votre objection, qui pense que c'est une façon efficace de résoudre le problème du prix? Non, ce n'est pas une façon très efficace. Donc, si je ne peux pas ignorer l'objection et que je ne peux pas la combattre, qu'est-ce que je vais faire? Aller dans son sens, dire, vous avez raison, c'est super cher. Non, ça risque de ne pas m'aider non plus. Anticiper, c'est une bonne idée, mais là je parle du cas où mon prospect vient de me dire l'objection. D'accord? Oui? Poser une autre question. Alors j'ai posé des questions et trouvé un point commun avec lui pour créer un lien. On s'en rapproche. La première chose que je vais faire, c'est que je vais l'autoriser. D'accord? Je vais autoriser cette objection à exister.
Ça, c'est important parce que c'est le début pour avoir une conversation après qui ne soit pas justement une argumentation, une lutte entre moi et mon client, mon prospect. Donc c'est le moment où vous dites « je comprends ». C'est le moment où vous dites « je comprends tout à fait que vous puissiez penser ça » ou « c'est tout à fait normal de penser cela ». Alors évidemment, dans une vidéo, le problème c'est que la vidéo, aujourd'hui, ne peut pas entendre le mec face à son ordinateur qui dit mais c'est super long comme temps de livraison » et automatiquement réagir. Alors techniquement c'est possible d'ailleurs, puisque tous vos ordinateurs ont des petits microphones cachés. Technologiquement c'est possible d'entendre la personne dire ça et que ça réagisse. Mais aujourd'hui il n'y a pas de système qui nous permette de le faire facilement. Donc ça veut dire que dans notre vidéo on doit anticiper ça. Et dans notre vidéo, au moment où on va dire quelque chose qui susciterait une objection si la personne était en face à face, on va tout de suite autoriser cette objection à exister. Donc au moment où je vais annoncer, par exemple, le tarif, les délais de livraison, quelque chose qui va créer l'objection chez mon prospect, au lieu de dire à ce moment-là, hop, on passe à la suite dans la vidéo et peut-être que les gens n'auront pas vu, je vais dire, et vous vous dites peut-être, et ensuite, je nomme l'objection. Je le dis clairement. Je dis, vous vous dites peut-être que 7 jours de temps de livraison, c'est un peu surprenant pour ce type de produit. Je l'autorise d'abord. Donc je l'exprime. Si vous avez la personne en face, vous pouvez lui poser des questions. Si vous l'avez dans une vidéo, vous ne pouvez pas. Donc qu'est-ce que je vais faire après? C'est recréer la confiance pour pouvoir les guider vers l'achat. Donc je vais expliquer ça et ensuite je dois subtilement expliquer pourquoi, non pas on a tort de penser ça, mais expliquer pourquoi cette objection en fait ne devrait pas l'empêcher d'acheter mon produit et quel avantage même il en retire. Combien d'entre vous pensent que si votre prospect tourne le défaut du produit en un avantage pour lui, d'un seul coup, son envie d'acheter augmente? Donc maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce que votre produit ou votre offre a, aux yeux du prospect, ce problème? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour le retourner à votre avantage? Le prospect s'attend à quelque chose avec du service, et en fait, vous offrez 0 service, c'est tout mécanisé. En quoi c'est un avantage pour le prospect? Je vais vous dire, il y a une société qui s'appelle Kunaki, kunaki.com. C'est une société qui vous permet de fabriquer des CD et de les envoyer directement chez vos clients s'ils achètent votre CD. Ils font que ça, de la duplication de CD, de DVD en très grande quantité à très bas prix. Et l'objection, si vous essayez de contacter Kunaki, l'objection quand vous allez découvrir comment ça marche, c'est qu'en fait, il y a 0 être humain qui travaille chez Kunaki. C'est impossible d'entrer en contact avec quelqu'un et c'est affiché dans leur FAQ. Genre écrit j'ai besoin d'un service personnalisé d'échange avec quelqu'un, une personne, quoi faire? Et la réponse c'est chez Kunaki, faites comme si vous parliez qu'à des machines. Alors, on pourrait se dire, ok, là, c'est aller un peu loin dans ok, l'objection, ils la reconnaissent. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font après? C'est qu'ils disent, en fait, voici pourquoi. On veut créer un système qui soit le mieux huilé possible. On veut que pour vous, ça soit comme une machine. Et donc, du coup, le fait d'avoir tout automatisé et de faire qu'il y ait très peu d'interaction avec des personnes humaines, ça diminue le risque d'erreur et ça diminue aussi les coûts pour vous. Donc, si vous voulez le service le moins cher et le plus automatisé, venez chez nous. Si vous avez besoin d'avoir une personne au téléphone chaque semaine au sujet de votre produit, ce n'est pas chez nous que vous allez le trouver. Donc, cette franchise-là, ça crée, une certaine confiance. Ça explique les valeurs qu'ils défendent dans la façon dont ils ont structuré leur entreprise. Ça permet de savoir si c'est fait pour moi ou si c'est pas fait pour moi. Et ça permet au client de négocier tout seul avec lui-même en disant « Ok, je vois les avantages, je vois les inconvénients, qu'est-ce que je décide ?» Qui voit la puissance de cette façon de gérer l'objection. Et c'est vrai que c'est contre-intuitif, parce qu'ils n'essayent pas du tout d'excuser l'objection. Oui. Alors, excellente question. Est-ce qu'il faut avoir prévu toutes les objections possibles pour pouvoir y répondre d'avance? Et j'ai entendu du oui et j'ai entendu du non. Je ne peux pas prévoir toutes les objections possibles, mais premièrement, je peux, avant de faire une offre qui va être par exemple en vidéo sur Internet, je peux proposer mon offre à des personnes qui sont sur mon marché, soit au téléphone, soit dans un autre média, qui me permet d'avoir des retours. Si je vais vendre un produit en ligne, pour moi, la meilleure façon de faire ce test, c'est je fais une webconférence ou une série de webconférences et je demande aux gens au fur et à mesure de poser leurs questions. Et comme ça, je vais voir arriver.
Quand j'ai créé la première fois la formation lancement orchestré, j'ai fait 2 webinaires sur les lancements orchestrés avant de le proposer en vente sur Internet. Et je l'ai aussi proposé à un séminaire. Et j'ai fait quelque chose qu'il ne faut jamais faire quand on fait une offre dans un séminaire, chose importante, c'est quand on fait l'offre sur scène, on ne dit jamais aux gens, voilà, est-ce que vous avez des questions là? Parce que ça plombe complètement le truc. Ce qui est intéressant, c'est de prendre les questions des gens qui ont déjà commencé leur processus de décision, je veux en faire partie, je m'inscris. Mais là, je l'ai fait, et du coup, j'ai eu toutes sortes de questions. Alors, ça a plombé la vente sur place, hein. Mais j'ai eu toutes sortes de questions intéressantes que j'ai notées dans la liste des objections après. C'est pas la façon la plus rentable de récupérer les objections. Sur une webconférence, c'est mieux, parce que selon l'outil que vous utilisez, vous pouvez avoir des chats qui sont des chats privés, où quand les gens envoient un message, ça ne s'affiche pas chez tout le monde. Donc vous pouvez récolter toutes les objections sans qu'une objection de la personne A influence la personne B, en lui faisant dire « Ah oui, c'est vrai !» Donc ça, c'est un processus qui peut être intéressant. Autre possibilité, si je fais un lancement, donc j'ai une séquence qui est en plusieurs étapes, en plusieurs vidéos, ce que je fais de façon générale, c'est que le début, la vidéo d'opportunité, elle est filmée à l'avance. La deuxième vidéo qui donne les conseils, elle est filmée à l'avance. La vidéo où je réponds aux questions et aux objections des gens, je filme 50% à l'avance parce qu'il y a certaines questions ou objections dont je sais à l'avance qu'on va me les demander. Quand j'ai fait ma vidéo pour la formation lancement orchestré, je savais qu'il y avait un certain nombre de questions qu'on allait me demander, comme c'est quoi la différence avec la formation de Jeff Walker, comme si je fais mon lancement mais qu'aujourd'hui j'ai une petite liste, est-ce que ça peut marcher, comme est-ce que je peux participer à l'atelier pour apprendre à le faire et lancer après. Enfin, j'ai un certain nombre de questions, je sais déjà d'avance qu'on me les pose, donc je filme ma vidéo comme ça, et ensuite, comme on m'en pose d'autres par email et dans les commentaires pendant les vidéos précédentes, à la dernière minute, avant de publier la vidéo de réponse aux questions et donc de réponse aux objections, je rajoute toutes les objections auxquelles je n'avais pas pensé du tout. Par exemple, une objection que je n'avais pas pensé, c'est Christian Godefroy avait sorti une formation qui s'appelle Super Lancement, qui était sur la même thématique. Ça n'a rien à voir dans le contenu, mais, et moi j'avais complètement oublié, mais il y a des prospects qui ont dit « mais oui, mais en fait, j'ai déjà entendu ou j'ai déjà suivi la formation de Christian il y a 4 ans, quelle est la différence avec la tienne ?» Je n'avais pas anticipé ça, donc j'ai filmé juste mon écran avec la question, j'ai répondu à la question en expliquant, voilà, c'est pas du tout la même chose. La formation de Christian, c'est voilà des exemples, ma formation, c'est voilà comment faire. Et quand j'ai ajouté ça dans la vidéo, je pense pour beaucoup de personnes, ça a aidé à répondre à cette question-là pour éviter qu'ils se posent la question le jour J sur la vidéo de vente. Donc dans un lancement orchestré, mon but, c'est d'avoir répondu à toutes les questions avant la vidéo de vente. Quand vous êtes dans une situation webinaire ou autre, c'est bien si vous arrivez à le faire. Si vous n'arrivez pas, ben dans un webinar, la grande majorité des ventes, on les fait quand? Est-ce que quelqu'un connaît la réponse? À part les gens qui ont fait la machine à vendre, donc qui ont entendu la réponse. Non, pas pendant un lancement orchestré. Pendant une webconférence. Je fais une conférence sur le web. À quel moment est-ce que je fais le plus de ventes? À la fin, parce que je fais une offre, mais plus précisément, pendant les questions-réponses. Si vous faites une webconférence et que vous proposez un produit à la fin, et que vous faites, disons, 10 ventes, et que vous raccrochez, vous auriez fait 30 ventes si vous aviez répondu en direct aux questions des internautes. Vous faites 3 fois plus de ventes en prenant le temps de répondre aux questions qui arrivent sur le chat. C'est pour ça que quand je fais un webinar, je continue à répondre aux questions jusqu'à ce que tout le monde soit parti ou que ma tête tombe sur le clavier. Parce que je sais l'importance de ça. Chaque personne a une petite question, une petite objection, et quand on y répond, la vente se déclenche.